Europe. Europe 1. Fortune et infortune des Bettencourt, c'est ce soir sur France 3. C'est un documentaire réalisé par Gérard Miller qui est avec nous. Nous sommes également en compagnie d'Hervé Gattegno, journaliste maintenant au JDD. À l'époque, vous étiez au Point. Je vais parler de la bataille de communication. Liliane Bettencourt, à un moment donné, sur conseil de ses avocats, prend le risque d'ouvrir les grilles de son hôtel particulier à la télévision. Elle accepte de répondre à Marc-Olivier Fogiel sur sa vie privée, sur sa fortune ou même sa santé mentale. Je vais vous faire entendre les premiers mots de cette interview. Et vous allez bien aujourd'hui, Madame Bettencourt ? Écoutez, j'ai envie de vous dire pas mal. Pas mal ? Pas mal. Mais est-ce que vous considérez en état de faiblesse ? Moi, état de faiblesse ? Non. Pourquoi ? Gérard Miller, qu'avez-vous pensé de ce moment de télévision ? Moi, quand je l'ai vu, je me souviens très bien à l'époque, on avait plutôt l'impression qu'elle était en difficulté et pas toujours maîtresse d'elle-même. On avait l'impression que c'était une personne âgée, sourde comme un pot, qui répondait à un journaliste que j'ai rencontré, que je connais très bien, puisque c'est même un ami, Marc-Olivier Fogiel, qui m'a assuré, et moi je le crois, que cette personne, qui avait son âge, qui était peut-être comme beaucoup de gens âgés, parfois un petit peu absente, je ne le nie pas, était parfaitement maîtresse d'elle-même. Et je crois surtout que c'est un faux procès. Je crois qu'à ce moment-là, et surtout dans ce qui s'est passé avant, ce qu'elle a voulu faire, elle l'a fait. Je ne crois pas du tout à la thèse de la manipulation. Alors le journal Le Monde avait révélé que les interviews avaient été répétées avec des avocats et que même des phrases clés avaient été apprises par cœur par Liliane Bettencourt. Même la première question, écrit Le Monde, « Comment allez-vous madame ?», avait été exigée. C'est le mot qui est écrit. Tout ça est dans le dossier judiciaire, Philippe, ça figure dans le dossier. Donc Gérard Miller dit qu'il n'y croit pas. Mais Marc-Olivier Fogiel a démenti. Il utilise le bon terme, c'est-à-dire que ça relève de la croyance, ça relève de la foi, mais c'est écrit noir sur blanc dans le dossier judiciaire. Après des années d'enquête, de recoupement, il y avait d'autres personnes qui étaient présentes dans la pièce ce jour-là. Effectivement, Madame Bettencourt a répété, on lui avait fourni une liste de questions avant, l'interview a été montée ensuite. Tout ça est dans le dossier, c'est dans la décision de justice, c'est écrit noir sur blanc en termes très sévères de la part de la justice envers un certain nombre de journalistes, car il faut bien le dire, notre confrère Marc-Olivier Fogiel n'est pas le seul à avoir recueilli des interviews de Liliane Bettencourt à un moment où la justice considère formellement sur la base d'expertise médicale et de documents incontestables que Madame Bettencourt était en état de faiblesse. Non mais attendez, ce qui est grave, ça arrive très très souvent qu'à des hommes d'affaires, des PDG, on donne les questions avant. C'est est-ce que le journaliste avait les questions avant ? C'est ça le propos. Qu'elle-même, on lui a pris des éléments de langage, n'importe qui le fait. Le journaliste, c'est écrit dans le dossier judiciaire, a préparé, comme d'autres journalistes dans d'autres interviews de Madame Bettencourt, a préparé l'interview avec des communicants et avec des collaborateurs de Madame Bettencourt. Et juste une petite remarque, vous savez, dans toutes les affaires d'abus de faiblesse, lorsqu'on demande à la personne qui est en état de faiblesse si elle se sent en état de faiblesse, évidemment, elle dit non, sans quoi on ne pourrait jamais abuser de sa confiance. La justice a tranché dans cette affaire. François-Marie Bagné et quelques autres personnes de l'entourage de Madame Bettencourt ont été condamnées définitivement aujourd'hui pour abus de faiblesse. C'est pas l'interview là dont vous parlez, c'est autre chose. Raphaël Elle Maillot. était donc en état de faiblesse. Ce qu'il faut rappeler là, c'est que l'enjeu de cette séquence de communication très organisée était immense. Il fallait prouver qu'elle n'était pas en état de faiblesse et donc elle pouvait répondre à un journaliste. C'est là que c'est intéressant qu'on est au cœur du village média, dans une opération de com'. Mais c'est drôle que vous ne puissiez pas accepter l'idée qu'effectivement il y a pu avoir des abus de faiblesse, je n'en doute pas, et qu'en même temps, parce que c'était ça l'objet, est-ce que cette femme a voulu ou non couvrir de dons invraisemblables cet homme ? Et je réponds oui, d'après tout ce qu'on sait. D'ailleurs, elle a commencé bien avant le moment de l'abus de faiblesse. Il faut se rappeler qu'elle a déjà donné des millions et des millions à Bagné, bien avant qu'on ne la soupçonne d'être en état de faiblesse. Moi, ce qui me frappe, je me contrefous de savoir ce qui se passe dans cette famille, je dirais... non, vous vous en foutez pas, c'est votre sujet. C'est votre sujet. Vous Attendez, vous en foutez pas, vous donnez une interprétation. Je me fous complètement de savoir qui est le plus riche et comment les millions ont été distribués. Je trouve ça monstrueux de toute façon, si vous voulez mon point de vue. Ce qui me semble simplement frappant, c'est qu'on ne puisse pas admettre l'idée que cette femme avait un désir, que ce désir s'est porté pour des raisons qui la regardent sur Bagné. Aujourd'hui, on ne parle pas du fond de l'affaire, on ne va pas refaire l'affaire. Non, mais vous exagérez, parce qu'en effet, la bataille de communication dont nous parlions, on voit qu'elle continue encore aujourd'hui. Pour quelle raison ? Parce qu'un certain nombre de gens, et je crois que vous en êtes, Gérard Miller, avec tout le respect que je vous dois, n'arrivent pas à accepter l'idée que cette femme, parce qu'elle était milliardaire et immensément puissante, pouvait être une victime. Et vous le croyez d'autant moins que Madame Bettencourt elle-même n'a pas voulu le croire pendant très longtemps. Elle était victime premièrement de la maladie et elle était ensuite victime de son entourage malfaisant qui s'est appuyé sur un certain nombre de communicants, et ça c'est une chose que nous les journalistes nous rencontrons très souvent. Elle s'est appuyée sur ces communicants pour répandre des mensonges dans tout Paris et dans toute la France, et il faut bien dire que malheureusement certains journalistes se sont fait les relais complets
complaisant de ces mensonges. Alors, coïncidence, hier également, 5 journalistes ont été relaxés par la Cour d'appel de Bordeaux dans le volet dit des écoutes de cette affaire. Fabrice Lhomme, Fabrice Arfi, Edwy Plenel pour Mediapart, François-Olivier Gisbert et vous-même, Hervé Gattegno, à l'époque vous étiez au Point. Ces enregistrements avaient été remis à la police, puis publiés en partie par Mediapart et Le Point. Pourquoi avez-vous décidé de les publier alors que beaucoup de journaux auraient pu le faire et beaucoup ont eu peur? Hebdomadaire comme quotidien, est-ce que vous aviez subi des pressions? Pourquoi ça vous fait sourire? Bon, ça me fait sourire parce que beaucoup de journaux prétendent qu'ils auraient pu le faire après coup. Mais enfin, pour pouvoir les publier, il fallait d'abord les avoir. Pour les avoir, il fallait avoir enquêté. Moi, pour ma part, j'ai publié en 2008 dans Le Point le premier article, celui qui a lancé l'affaire Bettencourt et qui relatait la plainte de Françoise Meyers contre François-Marie Bagné. Et donc ensuite, ces enregistrements, pourquoi je les ai publiés? Parce que précisément, ils arrivaient après des années d'intoxication dont nous venons de parler à l'instant, ils arrivaient à point nommé pour démontrer ce que je disais et qui tenait en 2 points. Oui, Madame Bettencourt était incroyablement affaiblie au point qu'elle-même n'avait plus le discernement sur des décisions extraordinairement importantes. Elle ne savait plus qu'elle avait fait un testament dont François-Marie Bagné était le légataire universel. Elle ne savait plus qu'elle possédait une île aux Seychelles, etc. Et puis le deuxième point, c'est oui, il y avait bien des gens dans son entourage qui abusaient de cette faiblesse par dizaines, par centaines de millions. Et au total, Monsieur Bagné, si la justice n'était pas intervenue, n'aurait pas reçu près d'1 milliard. Il serait aujourd'hui à la tête de près de 2 milliards d'euros. Raphaël? Ça avait un intérêt pour le public, ces enregistrements? Je crois qu'incontestablement, le public a tranché là-dessus. Oui, bien sûr, ça avait un intérêt. Les publications du Point et de Mediapart ont eu un écho considérable. Mediapart doit en grande partie à ces enregistrements sa survivance jusqu'à aujourd'hui. Le Point a fait des ventes considérables, mais au-delà des ventes, parce qu'il ne faut pas être trop trivial non plus, même si on parle d'argent, c'est un écho journalistique qui a fait progresser cette affaire d'une façon incroyable. Et ces enregistrements, ils ont été déterminants dans la condamnation qui a été prononcée envers les gens qui abusaient de la faiblesse de Madame Bettencourt. Une question très courte, une réponse très courte à tous les deux. Pensez-vous, vous en tant que psychanalyste, vous en tant que journaliste, on apprendra encore des choses qui sont restées secrètes à ce jour? Moi, je ne le pense pas. Je pense qu'il n'y a aucun doute qu'il y a eu des abus monstrueux, certainement, y compris du côté de Bagné. Ça, je n'en doute pas une seconde. Je crois que ce qui est intéressant, et c'est ce qu'en tout cas j'ai voulu montrer dans le film, c'est que le plus grand secret, c'était la reconnaissance de ce désir invraisemblable de Madame Bettencourt. Ça, grosso modo, on a tiré ça au clair. Hervé Gattegno? Il reste évidemment beaucoup de zones d'ombre parce que dans un fait divers extraordinaire comme celui-là, tout ne peut jamais être éclairci. Il y a notamment tout le volet des éventuels financements politique s'il y en a eu par la famille Bettencourt. Il n'y a pas de doute là-dessus. Si, il y a des doutes puisque rien n'est démontré. Enfin, pour le journaliste, contrairement au psychanalyste, quand rien n'est démontré, il y a un doute et donc il y aura toujours des doutes sur un certain nombre de recoins de cette affaire. Mais nous avons un point commun, psychanalyste et journaliste, c'est qu'on ne cherche pas la vérité absolue. Ah bon, vous cherchez la vérité relative? Des vérités relatives et démontrables au jour le jour ou à la semaine quand on dirige un hebdomadaire comme le mien. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est une vérité relative et des vérités successives. Merci Hervé Gattegno. Je précise que vous êtes maintenant le patron du JDD qui sort dimanche et au chapitre des annonces Fortune et Infortune des Bettencourt. C'est ce soir sur France 3 à 20h50. Merci beaucoup Gérard Miller d'être venu nous voir. Merci messieurs. Europe 1.